Radio Arson. Une série de podcasts proposés par la bibliothèque de la Villa Arson. L'artiste Benoît Pierron investit la Villa Arson du 7 mars au 6 avril 2025 pour une exposition intitulée Waiting Room, curatée par Marianne Yemsi. Pour les micros de Radio Arson, il s'entretient avec Mathilde Bellouali, directrice du Centre d'art Les Capucins à Embrun, autour de la question du corps invalidé dans sa relation avec les institutions d'art contemporain, son accueil, sa temporalité, son rapport au collectif, à la production et au commissariat d'exposition. Bonjour, on va commencer par se présenter et se situer. Alors moi je m'appelle Mathilde Bellouali, je suis travailleuse de l'art, plutôt commissaire d'exposition et critique d'art. Depuis 1 an, je travaille au Centre d'art contemporain Les Capucins à Embrun, qui est un centre d'art en moyenne montagne dans les Hautes-Alpes, qui fait 3 expositions par an entre les mois d'avril et de novembre, et qui organise aussi des résidences de recherche et en milieu scolaire, avec des plasticiens et plasticiennes. Et pour qui je suis, sinon je suis une personne queer, enfin je suis Gwyn plus précisément, et ça c'est mon prisme politique sur la vie qui informe pas mal ma pratique professionnelle et ce que je regarde et comment je regarde les choses. Et j'ai un passing de personne blanche sans l'être tout à fait, et c'est important aussi. Et voilà, je suis une personne valide. Je te laisse la parole, Benoît. Bonjour, je suis Benoît Pierron, je suis artiste. Je suis né en 1983 à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, c'est la banlieue parisienne. Et moi je suis une personne qui est invalidée, et je suis un artiste qui passe pas mal de temps dans mon lit, et puis aussi devant une machine à coudre, parce que mon travail tourne pas mal autour des aiguilles, du tissu, et de tout l'univers finalement de la contre-culture des hôpitaux, ce que j'appelle le peuple des coquillettes, parce qu'on mange beaucoup de coquillettes à l'hôpital. Le peuple des pyjamas au royaume des coquillettes. Oui, c'est vrai. Il y a le royaume. Oui. Il y a le royaume des coquillettes et puis le peuple des pyjamas, parce que les pyjamas c'est un petit peu le costume traditionnel du folklore des hôpitaux, avec ces pyjamas qui sont fendus dans le dos et donc qui laissent le corps pénétrable par le pouvoir médical en permanence. On discute ensemble aujourd'hui parce qu'on va faire un projet d'expo collective à Embrun, là où je travaille, qui va avoir lieu cet été, donc à l'été 2025. Et on peut raconter comment on s'est rencontrés, parce que c'est pas une relation traditionnelle d'une commissaire qui choisit une ou un artiste. Là, c'est un heureux hasard, c'est ce qu'on disait, une sorte de blind date, de mariage arrangé qui nous vient de Solène Morel, qui était ma prédécesseuse au Centre d'art, qui t'avait invité, elle. Tout à fait, ouais. Et même pour revenir avant, moi j'avais postulé pour faire une résidence à Embrun. J'avais vraiment un intérêt pour ce centre d'art. Donc quand Solène Morel, je l'ai croisée, elle m'a proposé de faire une exposition. Au niveau de mon calendrier, c'était un petit peu compliqué. Et donc, en fait, elle est partie avant de pouvoir concrétiser cette exposition. Donc quelque part, tu en as hérité un petit peu comme une dette, comme une charge. Et c'est ça le cadre au départ de notre collaboration, sauf que je vis avec un corps qui est habité par pas mal de maladies et qui fait qu'il y a cette place pour l'incertitude et qu'on a dû repousser la première date. Ça avait été l'occasion pour toi de faire du coup une proposition à Valentine Gardionnet. Et maintenant on arrive à préparer quelque chose, mais où la forme a changé. Et la forme a changé, c'est-à-dire qu'on va faire une expo collective,
tôt. Et ça correspond à j'ai l'impression peut-être une nouvelle période de ton travail ou de nouvelles envies. Enfin, en tout cas, un curseur qui s'est un peu déplacé en quelques années pour toi, où tu as bénéficié en quelques années en fait d'une très grande visibilité. Tu me disais d'abord sur le marché avant le milieu institutionnel, mais en tout cas, il y a eu un peu un boom quoi, dans ta pratique, avec beaucoup de productions, beaucoup d'expos, beaucoup de solos, même des rétrospectives, quand bien même t'es pas vieux. Pas tout jeune non plus, je l'ai précisé, je suis né en 83, donc voilà. Mais en tout cas, il y a eu un moment de très grande visibilité et de très grande sollicitation pour toi. Et on va y revenir après, mais il y a quand même dans ton travail une attention au collectif, au faire ensemble, aux luttes militantes qui accompagnent les questions qui traversent ta vie. Et le format d'expo collective qu'il va y avoir à Embrun, c'est en fait entourer tes pièces et t'entourer toi de pratiques et d'artistes qui prolongent les thèmes et les médiums de ta pratique, soit des artistes qui t'ont aidé parfois dans la réalisation de pièces, soit des compagnons de pensée, des gens qui réfléchissent aux mêmes thèmes que toi, sous des formats différents. Oui, pour moi, c'était important en fait, d'accéder à cette polyphonie, parce que c'est vrai que pendant un certain temps, j'ai un peu l'impression d'avoir eu un objectif 85 mm sur mon nombril pendant quelques temps à faire que des solos ou ce type de choses. Et cet été, j'en ai fait un pour la galerie Tarunazu à Tokyo. Et je suis arrivé à coudre 20 heures sur 24 pendant 2 semaines à Tokyo, et en revenant, mon corps était épuisé, mais aussi j'avais besoin de peut-être de ce retour à quelque chose de collectif qui est contenu, effectivement, tu l'as dit, dans ma pratique, parce que je fais quand même du workshop, donc il s'agit quand même de faire un corps collectif, et j'ai tendance il y a aussi ce truc d'un corps politique dans mon travail, donc c'était pas forcément complètement à l'extérieur, mais j'ai eu besoin que ça se formalise de manière plus concrète, et ce que Lucie Camus et No Anger ont réussi à faire en faisant l'exposition au Crac de Sète, qui s'appelait En dehors, qui a eu lieu, je crois que c'était en octobre, quelque chose comme ça. Ouais, l'automne 2024. Ouais. C'était vraiment réunir tout, peut-être même créer quelque part, je trouve qu'il y avait une dimension historique de créer une scène creep. À ce moment-là, je sais pas, il y a eu cette réunion et ça m'a aussi donné l'envie, ou tout du moins ça m'a permis d'affirmer ce désir de me dire quelque part j'ai un petit peu trop de mètres carrés par rapport à la force musculaire que j'ai pour le remplir, c'est-à-dire que si je devais, parce que Embrun c'est grand, c'est combien de mètres carrés? C'est à peu près 200 mètres carrés. Et c'est haut aussi. Avec 8 mètres de hauteur sous plafond. Oui, c'est assez impressionnant quand même. Une bonne ancienne chapelle. Oui, c'est ça, c'est d'une chapelle, donc c'est impressionnant, et c'est assez vertical. Donc forcément, je pouvais avoir envie de faire pendouiller plein de choses, et faire une sorte de maquette de la Sagrada Familia inversée en mode macramé dans style art et tradition populaire des hôpitaux. Mais en même temps, je me serais épuisé, et par rapport aussi au budget, j'aurais pas pu forcément avoir tout l'aide dont j'ai besoin pour pouvoir faire un projet de cette ampleur-là. Et je sais pas, j'ai pensé aux dalles, c'est comme ça que je t'en ai parlé, au droit au logement en fait, et à cette idée un peu du droit à l'expo, du droit au mètre carré, d'avoir des mètres carrés, et du coup peut-être de proposer à des gens qui ont un peu moins de mètres carrés que moi, ou moins de mètres linéaires dans les galeries, ou ce type de choses, mais vraiment avoir cette idée de superficie, un petit peu, et de la partager, que ça puisse être ce collectif qui tout d'un coup puisse me soutenir. Et donc ce sera un collectif composé comme complices et comme autres artistes,
Arthur Ménard-Salis, Marion Leb, Marguerite Maréchal, Milana Zabrailova et Adrien Frégosi. Est-ce que tu peux préciser ce que tu entends par le terme creep ? Oui, alors creep et les creep studies, c'est ce à quoi je fais référence, ça vient d'un mot anglais c'est cripple, qui veut dire estropié, cul-de-jatte, et qui est quelque part une insulte. Et là, il est retourné, en fait, il y a toujours cette inversion du stigmate, et où là, tout d'un coup, on en fait une sorte de fierté. Donc les creep studies, et quand on parle de communauté creep, c'est une communauté de personnes qui sont handy, qui sont invalidées, ce type de choses, quoi, et qui sont plutôt vers l'activisme. Là, on est au mois de mars 2025 et on est à la Villa Arson parce que donc, dans ces heureux hasards qui nous ont fait nous rencontrer, il y a eu plusieurs paramètres qui sont entrés et sortis. Et il y a eu cette invitation que Marianne Niemcy t'a faite pour faire une expo où du coup tu as repris cette installation des cairns que tu avais présenté, que tu avais créé pour le magasin à Grenoble. Et donc, si tu veux à la fois la décrire et puis l'introduire en termes de production. Déjà, pour la décrire, c'est des gros tas. C'est des gros tas avec des yeux. Et c'est des gros tas de draps. C'est des morceaux de draps des hôpitaux. Donc, qui ont ces couleurs pastel, qui ont été complètement érodées par le processus hygiéniste. Donc c'est vraiment des rapports soft age, c'est tout gentil, et en même temps c'est un petit peu, ça reste des tas, et j'aime bien cet état transitoire en fait. Aussi, et des choses qui sont soumises à la pesanteur, et ces tas-là, ils sont monstrés, c'est-à-dire que tout d'un coup, ils ont des yeux. Alors j'aime bien raconter l'histoire des yeux, parce que en fait c'est des gros yeux, on avait besoin d'yeux vraiment oversize, et la pièce, elle est née encore un petit peu avant, sous la forme d'un mème, parce que on m'avait livré des draps pour faire une exposition qui s'appelait Slumber Party à Chisenhall Gallery à Londres, et je faisais une grande nappe de 100 mètres carrés. Donc j'avais besoin de plein de draps, et on m'a livré... C'était à Lens, dans le Nord-Pas-de-Calais, là où j'étais en résidence avec la collection Pinault. Et on m'a livré un grand carton, même plusieurs grands cartons, de draps. Et c'était des draps qui étaient pas les draps des hôpitaux, mais qui étaient les draps des prisons. Donc comme je suis un garçon qui est un petit peu situé, c'est pas trop mon histoire. Voilà, enfin je me mêle pas trop de cette histoire, à part si un procureur décide de m'envoyer en prison. Je pense que j'irai jamais y faire une résidence ou un atelier. De la même manière pour l'hôpital, c'est simplement si un médecin qui m'oblige à y aller que j'irai sur un lit. Je vais pas aller faire des ateliers là-bas. Mais je me suis retrouvé avec ces tas de draps qui prenaient tout d'un coup toute la place à côté de la cheminée. Et du coup j'en ai pris une photo pour envoyer à Chisenhall, pour leur dire en fait, c'est pas la bonne couleur, c'est les prisons, là, on va pas travailler avec les prisons. Et j'ai fait cette photo, et il me semble que c'est pour Guillaume Sultana, pour mon galeriste, que j'ai rajouté 2 petits yeux. Mais un peu comme les trucs que tu fais, tu vois, genre emoji, mais parce que aussi, les emojis, ça m'intéresse énormément, ces glyphes, parce que c'est lié un petit peu quand même à la ponctuation émotionnelle qui a été interdite par la contre-réforme. Parce qu'à une époque, il y avait des glyphes qui racontaient les émotions, qui donnaient un petit peu le ton, ce qui était quand même plutôt judicieux, quoi. Mais bon, après, il y a eu la contention des émotions par la contre-réforme, et maintenant, non, pas de glyphes d'émotions. Mais tu peux toujours rajouter des petits Google Eyes, comme ça. Donc je les ai rajoutés. Et puis en même temps, j'étais en train de préparer un catalogue pour l'exposition Monstera Deliciosa au MUMOC à Vienne, qui est venue juste un mois après celle de Chisenhall. Et la curatrice a adoré ce visuel, et donc on l'a imprimé. Donc là, ça a commencé à prendre une forme un petit peu plus
public, ce truc de juste mettre des yeux sur un tas de draps. Ensuite, j'ai été en résidence avec Art Explora à la Cité internationale des arts à Montmartre. La laverie se situait au sous-sol. Et moi, j'étais vraiment pas en forme. Donc descendre au sous-sol alors que j'étais au 2e étage, il fallait que je bloque ma journée pour faire mes lessives, quoi. C'était un peu... j'avais un peu l'impression de faire un triathlon, un truc comme ça. Et puis en discutant avec pas mal de personnes, des personnes qui peuvent avoir des enfants ou dans des familles hétéronormatives ou dans des trucs, cette charge en fait, qui nettoie ces piles de draps qui peuvent s'amonceler, tout ça. Je me suis dit, il y a vraiment un truc intéressant avec ces piles de draps, l'économie du nettoyage, cette charge en fait aussi, et tout d'un coup lui donner une forme monstrueuse. Et après en fait la charge monstrueuse, c'est Céline Kopp, donc la directrice du magasin, qui en a hérité, parce que il a fallu trouver la matière, parce qu'on a quand même plusieurs centaines de kilos de draps des hôpitaux pour faire ces tas, et ces tas qui sont donc dans l'espace, posés à des distances, voilà, c'est en fonction des espaces, en fonction des fuites d'eau, en fonction de tout ce genre de trucs. Je m'intéresse pas mal aux fuites des institutions, j'en ai même fait une pièce. Mais voilà, et ensuite, il y a les Google Eyes. Et ça, il faut quand même que je le dise, parce que la pupille, elle est faite en vernis à ongles, semi-permanent. Ça, je trouve ça intéressant. Parce qu'en même temps, c'est la précision en fait du regard, c'est ce qui permet de se connecter à l'empathie. Et là, le but du jeu, c'était vraiment ce truc-là, c'était d'avoir des monstres gentils, et donc de se connecter à l'empathie. L'empathie, c'est mon médium, en fait. Peu importe les charges ou les trucs, là, c'est des draps qui portent les traces des précédents usagers. Donc il y a à la fois les broderies qui disent d'où ça vient, et puis il y a les taches qui sont... ce que à l'hôpital, ils appellent ça des taches propres. Parce que c'est des taches ils ont pas réussi à les faire disparaître au lavage. Voilà, après, c'est devenu une pièce administrative, parce que Céline a dû réussir à convaincre cette société qui entre dans ce qui s'appelle techniquement le circuit de valorisation des déchets, donc les draps des invalidés. Une fois qu'ils sont invalidés, qu'ils sont réformés, ils sont débités pour devenir des torchons pour nettoyer sa voiture ou pour la peinture, revendus chez Leroy Merlin. Mais pour réussir à en avoir des kilos, il a dû y avoir des kilomètres de zoom, et aussi une grosse part de négociation avec le CHU de Grenoble, qui nous a fourni 400 kilos de draps. Voilà. Et dans tes différentes expériences avec les musées, les centres d'art en France et en Europe, enfin même au Japon, à chaque fois, en fait, tu disais que ta pratique fait bouger nécessairement les façons de travailler des équipes, les méthodes parfois un peu productivistes, parfois malgré nous, induites par les temps institutionnels, les façons de travailler qui questionnent pas forcément les besoins de nos interlocuteurs et qui standardisent un peu les façons de s'adresser aux gens. Et c'est intéressant de réfléchir à ça, mais après c'est, j'imagine, beaucoup de contraintes et de déconvenues pour toi sur plein de plans, quoi. C'est des rapports compliqués parfois. Oui, ça peut être très compliqué de faire comprendre ses besoins, ce type de choses. Et c'est quelque chose que je vis tout d'abord à l'échelle de mon corps, cette négociation entre mes besoins et la production. Parce que là, par exemple, j'ai été dans une production très très forte alors que je parle justement... comme par exemple avec le workshop que je suis en train de faire à la Vieille Arson, du temps non productif, de la temporalité, des salles d'attente et du creep time, et là je suis là en train de te dire que j'ai cousu pendant 20 heures sur 24, que ce mois-ci j'ai ouvert 4 expos, donc il y a vraiment une contradiction qui déjà se joue à l'intérieur de moi, parce que comment est-ce que je négocie
voilà, avec mon corps de manière déjà pédagogique. Et en fait, c'est ça où simplement, tout d'un coup, tout comme à l'hôpital, la société rentre dans les corps et ça devient un espace public, en fait, j'invite les institutions à rentrer dans mon corps. Et à en comprendre le fonctionnement, et c'est vrai que ça enrichit leur expérience pour beaucoup. C'est ce qui m'a été rapporté, par exemple, là j'ai fait une expo au Grand Café de Saint-Nazaire, et au vernissage c'était très émouvant, et la directrice Sophie m'a vraiment dit, Pauline aussi, la responsable de la prod, enfin tout le monde m'a dit que ça les avait vraiment fait bouger, que ça leur avait permis de se poser des questions qu'en fait ils s'étaient même pas posées par rapport à des histoires, ce qu'on appelle l'accessibilité. Je trouve ça un peu bizarre comme mot, mais pourquoi pas. Et tu me parlais hier on se parlait un peu peut-être des outils que les institutions devraient adopter ou créer parfois pour accueillir de façon un peu moins validiste, un peu plus personnalisée et adaptée. Tu me mentionnais un terme que tu m'as appris, qui sont les access drivers, qu'on pourrait, je sais pas, définir comme en fait des listes d'espèces de guides de besoins. Oui, je crois qu'historiquement, la première personne qui m'en a parlé, c'était Salomé Bernstein, et qui m'a expliqué que c'était une liste qui venait des artistes de la pop ou de la musique. Donc il s'agissait plutôt d'avoir une bouteille de champ fraîche dans la loge, tant de grammes de C à gauche, un truc comme ça. Bon, là il s'agit d'autre chose, c'est-à-dire que je ne bois pas de champagne, mais par contre, si je peux avoir plutôt un matelas très très mou, voire avec un surmatelas pour pas avoir de décharge électrique dans la colonne, comme j'ai plus de joints entre les vertèbres, ça m'arrange. Et l'idée est aussi de trouver un tout petit peu un outil, un système, pour ne pas avoir l'abrasion de devoir se justifier et de devoir énoncer à chaque fois les besoins, voire idéalement que ce soit pas moi qui la transmette aux équipes qui sont chargées de mon accueil, qui sont chargées de la production, mais peut-être une autre personne, un intermédiaire. Ça peut être, dans le cadre d'exposition, ça peut être la galerie par exemple, mais dans d'autres cas, ça peut être, je sais pas, studio manageuse ou que sais-je, ou des fois moi en direct, quand il s'agit de projets en direct. Mais ouais, avoir cet outil qui permette de moins se blesser, parce que ce que je viens d'énoncer par rapport au lit, il y a tout un tas de types de choses et d'expériences. Je pourrais aussi te les lister, tous les lits sur lesquels j'ai dormi, et surtout tous les lits sur lesquels je n'ai pas dormi, et qui ont nécessité d'avoir un changement. C'est arrivé ici la première nuit, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il y a des petits bricolages, et en fait le but est de réussir à avoir un ajustement qui soit le plus proche de ma réalité, et de faire comprendre aussi aux institutions qu'il ne s'agit pas de caprice. Tu vois, par exemple, je voyage en première classe, je suis pas tout seul dans ce cas-là. La majeure partie des cripes doivent voyager en première classe quand ils sont amenés à bouger beaucoup pour le travail. Et il s'agit pas d'un luxe ou d'une exigence, il s'agit simplement... Et j'ai une de mes potes qui bosse chez Alstom sur le matériel ferroviaire qui m'a expliqué que oui, effectivement, c'était pas du tout les mêmes qualités de mousse en première ou en seconde. Donc que c'était pas une lubie ou quoi que ce soit. Tiens, d'ailleurs, je pourrais peut-être ajouter dans mon Access Driver une photo en coupe des différents types de... Enfin voilà, pour surtout qu'on ne nous demande pas une carte d'invalidité quand... parce que ce type de justificatif, c'est vraiment des processus validistes. Et qui sont demandés par l'administration. Faut savoir à qui tu adresses les choses. C'est-à-dire que les problèmes, c'est que les équipes avec lesquelles je bosse ont à travailler eux-mêmes avec des outils qui le sont profondément. C'est-à-dire que le comptable, quand on est en Russe Direct ou autre, il va demander une justification. Pourquoi en première ça dépasse le forfait. Moi, je reçois des listes de notifications de votre hébergement n'a pas été pris en charge, refus,
refus. En fait, je sais que j'ai pas à réagir à ça, que c'est simplement des processus de négociation où, dans ces cas-là, il faut que la personne, la personne en charge de la production appelle le service et une bonne relation aussi avec, ce qui est pas toujours le cas, et pour dire, là, en fait, non, c'est juste une nécessité pour retrouver une équité, parce qu'il s'agit un petit peu de ça, quoi. Et après, dans ce rapport aux institutions, je voulais te poser la question aussi dans ces invitations, est-ce que parfois, en tant que personne minorisée, tu te sens instrumentalisée, parfois tokenisée dans une programmation où, pour le dire grossièrement, il faut cocher des cases, de s'intéresser à différents types de minorités. Donc, voilà, il peut y avoir les queers, les personnes racisées, et puis les personnes invalidées. Comment est-ce que tu te places parfois par rapport à ces perceptions et ces espèces d'agendas qui sont parfois plein de bonnes intentions, mais qui peuvent être hyper maladroits et déplacés parfois? Oui, les bonnes intentions sont souvent très dangereuses. Et c'est marrant parce que ce matin, on a eu une intervention d'Anne-Sara Huette sur les POGs. Et moi, en fait, il y avait un truc que j'avais jamais tilté, mais c'est que en anglais, les jetons qu'on donne dans les files d'attente, en fait, ça s'appelle des tokens. Tu savais ça? Enfin, Ouais. Ah oui, Je savais que le mot connaissais déjà cette tokenisme idée. venait de l'objet jeton. Mais Ouais. par contre, ce qu'elle a ramené de l'histoire de l'utilisation du terme tokenisme et que ça vient des luttes raciales des Afro-Américains avec ce texte de Martin Luther King qu'elle nous a présenté, qui s'appelle Why We Can't Wait. C'est intéressant par rapport à cette idée de salle d'attente que tu mobilises. Ça, je savais pas. C'était très nouveau. Ouais, et je crois que j'accepte mon token. C'est-à-dire que je fais partie du... Voilà, c'est ça, c'est le peuple des pyjamas au royaume des coquillettes, donc c'est des gens qui sont dans une temporalité qui n'ont ni début ni fin. Donc je suis dans une salle d'attente. Mon atelier idéal, c'est une salle d'attente. Donc, qu'on me donne des tokens, tant mieux, les gens qui peuvent penser qu'ils peuvent me récupérer pour faire patienter justement la société plutôt que de faire les changements. En fait, pas complètement, parce que j'ai une logique de fuite et que c'est déjà intégré à ma pratique. Cette idée de contagion dans la société de mes idées, il y a un peu deux possibilités à ce niveau-là. J'aime bien penser à David Wojnarowicz qui est au coin de la rue, et qui hurle, et où là le propos est juste. On peut pas le récupérer, il est irrécupérable. Quoi qu'on en fasse, la forme, elle sera jamais récupérée par l'institution. Et à contrario, il y a Félix González Torres qui s'est dit que faire une photo avec une pénétration anale de deux mecs qui s'aiment, ça allait pas forcément passer, mais que par contre mettre deux horloges côte à côte, les perfect lovers, il explique que même au plus ringard des conservateurs, devant deux horloges, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut pas dire grand-chose, quoi. Et il y a un petit peu cette logique-là chez moi qui est... à un moment donné, j'ai plutôt été dans la protestation dans ma vie, plus jeune, et aussi dans l'autodestruction, et puis tout d'un coup, j'ai commencé à faire du patchwork avec les corps collectifs de personnes qu'on voit un petit peu moins, qui sont recouverts sous les draps dans les combes de la société, mais en faire des formes qui permettent de travailler à l'intérieur de la société. Donc pour moi, il y a presque une logique de colonisation du monde des valides, étant donné que de toute façon, je le comprends pas. Enfin, je suis un peu comme... Attends, c'est comment, c'est Dora l'exploratrice? Mm-hmm. Ouais, au monde des valides, quoi. Un truc un peu de cet ordre-là, ou si on veut un truc avec une référence plus coloniale, Spirou et Fantasio dans la jungle, mais voilà, mais c'est chez vous, quoi. Oui, donc tu as choisi une stratégie de prolifération, de contamination par une imagerie pop, des choses
qui ont un abord assez doux, quoi, pour parler de choses beaucoup plus difficiles et profondes que ça, quoi. Et oui, j'adore j'ai en fait, j'ai des problèmes de déglutition, donc j'adore les enrobages qui facilitent l'absorption et la dispersion. C'est un vocabulaire un petit peu médical, mais c'est un petit peu la façon dont j'envisage mes pièces et leur dispersion, en particulier aussi à travers des ventes et à travers le marché. Qui pour moi est intéressant parce que sinon, venant de là d'où je viens, clairement, j'aurais pas d'occasion de parler à certaines personnes, mais si par contre avec mes pièces et par la douceur, je réussis à faire changer certaines choses, c'est-à-dire que l'enrobage, l'encapsulage, c'est la cuteness, enfin, je fais par exemple des petites chauves-souris qui sont absolument cute et désirables et où t'as envie de leur faire des petits câlins. Sauf que c'est quand même des chauves-souris. Alors, il y en a pas mal ici, on en a vu l'autre soir. Comment ça s'appelle? Ratapignata, je crois, un truc comme ça. Il y a aussi un restaurant à côté qu'il faudrait tester. Et c'est vraiment cette idée de raccommoder deux trucs qui sont la vie et la mort, et d'arrêter avec cette binarité, de réconcilier les gens avec ce truc-là pour qu'ils arrêtent de détourner le regard. C'est pour ça que je leur mets des gros yeux gentils et des trucs. Donc oui, il y a ce côté pop, ce côté désirable aussi dans certains cas. Dernièrement à l'IAC, j'ai fait une pièce qui est un petit peu différente parce que c'est avec Sarah Caillet qu'on a montré des strap-on, c'est-à-dire des harnais ou des culottes avec un emplacement dans lequel tu peux normalement faire passer un dildo. Sauf que moi j'ai mis une boule à facettes dedans pour parler plutôt de la lumière de l'intériorité que de l'extériorité. Mais là, il y a cette histoire de désirabilité, quoi. Et pour revenir un peu au moment de visibilité de ton travail, et un peu sur un truc de cheminement de carrière d'artiste, on se parlait hier on se parlait du moment du Covid et de cette paralysie de la société par le virus et par la maladie, qui a été une sorte de moment en fait d'intérêt d'un coup pour les thèmes que tu abordais de la part d'un certain nombre de personnes, quoi. Oui, ça c'est assez... Je crois que c'est important de le dire aussi parce que tout d'un coup, bon, il y a eu plusieurs facteurs qui ont fait que j'ai pu avoir cette visibilité, mais il y en a un qui est aussi cette... je sais plus comment est-ce qu'on dit, cette synchronicité entre le Covid et tout d'un coup le fait que les gens se retrouvent immobilisés chez eux, je sais plus quel terme on utilisait. Confiné ? Ouais, confinés. Et moi, en fait, à ce moment-là, j'étais en train de me remettre d'une opération, d'une tumorectomie par rapport à mon rein. Donc j'étais déjà dans cette situation-là, et j'étais déjà enfermé dans mon corps quand c'est arrivé. Et c'est une situation qui d'ailleurs avait été une itération de ce que j'avais vécu plus jeune, et c'est seulement à ce moment-là où j'ai commencé à avoir les mots pour pouvoir parler de mon expérience. Parce que avant cette opération-là, je parlais pas du tout de la maladie. Elle était dans mon travail, mais j'en parlais pas du tout. Donc il y a eu ce moment-là où moi ça m'a donné des mots. C'est pas le Covid qui m'a donné des mots, c'est la pitié salpêtrière. Le fait de revivre les mêmes sensations, d'être allongé, qu'on t'allume la lumière, thermomètre, truc, machin, enfin le ray de lumière sous la porte, tout ce genre de trucs qui sont ce qu'Erwin Goffman dit comme étant des institutions totalitaires arbitraires avec certaines structures qui se retrouvent d'ailleurs dans les prisons, les écoles, les hôpitaux psychiatriques aussi. Enfin, il fait des parallèles structurels assez intéressants. Et de revivre tout ça, moi ça m'a mis en condition pour commencer à faire du patchwork, que j'ai commencé à faire avec Théodora Domenech, qui est une phénoménologue qu'enseigne à Valence. Et on s'est mis autour de la table, on a fait ça. Et puis après, on est passé à la salle de gym, plutôt que de faire du patchwork. Et finalement, j'ai décidé, parce que j'ai perdu mes autres jobs d'assistant d'artiste, d'agent d'accueil et de surveillance, en fait, j'ai été invalidé, c'est-à-dire que je pouvais plus. Donc, la seule chose que je pouvais, c'était demander une allocation adulte handicapé.
Chose qui est pas très évidente pour moi à faire, ou aussi parce que j'ai pas forcément envie que j'ai pas forcément envie que l'État quelque part me nourrisse, tout du moins pas de cette façon-là. Aussi par rapport au sang contaminé, en fait, ce serait comme bizarre pour moi de demander aux responsables de me nourrir. Donc à ce moment-là, j'ai eu une petite somme. J'ai eu 25 000 € d'une assurance vie que j'ai décidé, contre l'avis de tous les gens autour de moi qui me disaient mais t'as jamais eu de thune, vas-y investis, enfin garde-le, il faut que tu... Et donc en fait non, j'habitais au 5e étage sans ascenseur à ce moment-là, donc je pouvais plus descendre. Donc j'ai loué en rez-de-chaussée un atelier à la Cité internationale des arts, où j'ai commencé à travailler avec Moira Charpie, une assistante, parce que je pouvais pas coudre tout le temps. Et puis c'était le Covid, donc il se passait rien, les musées étaient fermés. Et tout d'un coup est arrivée Natacha Petricine-Bachelez, qui est arrivée comme responsable de la production. Non, de la programmation, voilà. À la Cité. Et moi, c'est un peu la même chose, c'est un peu un blind date. Tiens, c'est marrant cette occurrence des trucs. Parce que c'est la personne qui était juste avant elle, qui, en décembre, un truc comme ça, il faisait froid, moi j'avais aucune expo, est rentrée dans mon atelier, a vu mon patchwork et m'a dit bah on a regardé un peu des portfolios, on aimerait bien que t'accroches un truc. Alors c'était accrocher une pièce au Clou qui est dans le hall de la Cité internationale des arts. Donc c'est assez modeste on va dire comme exposition, mais malgré tout ça a vraiment commencé par là pour moi. Après elle est repartie pour prendre un poste dans une compagnie de théâtre, truc vivant, voilà. Et tout d'un coup Natacha est arrivée, elle a vu mon travail et qui rejoint pas mal de ses intérêts. Et elle a fait passer dans mon atelier, en l'espace de 2 semaines, tous les gens avec lesquels j'ai travaillé après pendant 3 ans. Et je pense que tous ces gens-là, qui faisaient pas trop de visites d'atelier, parce que c'était très compliqué à faire, à la Cité c'était quand même possible d'en faire, mais pas dans n'importe quel cadre et tout ça, donc elle s'est vraiment démenée. Et les gens, mon propos, moi j'arrivais à le dire, et en même temps, il était devenu entendable parce que tout le monde m'avait rejoint sur mon banc de se dire « Oh zut, on peut mourir ». Ou ce truc de « on ne peut rien prévoir ». En fait, c'est un peu ça, hein, mon truc, c'est par exemple, je fais des machines à laver avec des cycles qui sont non... Voilà, le côté random, et cette suradaptation, en fait, à l'imprévisible, c'est... En fait, je fais un petit peu du tai chi aux équipes de production à ce niveau-là parce que... en fait, on est dans un truc complètement différent. Quand tu parles vraiment d'une frise, d'un temps qui est plutôt linéaire, quand tu parles de production, de vernissage, de tout ça. Et moi, je parle plutôt d'un temps circulaire, qui est celui du cryptome, voire en fait, qui est plutôt une flaque ou un blob ou ce que tu veux. Mais oui, tu disais que tu forces en fait les institutions à donner de la place à l'incertitude. Enfin, à dégripper les mécaniques bien huilées de comment on a appris à faire nos boulots de commissaire, de chargé de prod, de régisseur pour accueillir d'autres temporalités, quoi. ouais, ça c'est vraiment... alors c'est une charge pour le coup, qui est même en dehors de l'Access Driver, c'est-à-dire que prévoir un rendez-vous, avoir un accès à un calendrier, en fait, il faut que les gens comprennent que c'est un privilège. Celui de dormir, c'est un privilège, celui d'avoir un agenda, ça en est un, et que tu peux pas forcément prévoir. Donc il y a toute cette pédagogie à faire et à réussir à assouplir les choses. Une des premières choses que je dis quand on fixe la date du vernissage, c'est « je serai peut-être là ». C'est d'ailleurs ce que j'avais dit aux étudiants tax ici dans le message que je leur ai envoyé, c'était « c'est possible que je sois là, quoi ». Et pour le workshop qui se tient ici à la Villa Arson, est-ce que tu veux rapidement présenter un peu tes compagnons de jeu pour cette semaine
autour de voilà ce que tu appelles les pratiques de salle d'attente, avec toutes ces à la fois pratiques manuelles, mais qui sont des entrées vers les recherches et les univers d'une galaxie d'intervenantes qui sont enfin parfois des artistes, parfois des commissaires d'expo, mais pas que. Enfin, en tout cas que tu convoques pas forcément pour leur cœur de métier, mais parfois pour des activités annexes, des intérêts, enfin voilà, des choses pas forcément évidentes par rapport au profil des gens. Et c'est assez beau de voir ce pourquoi tu convoques les gens que tu invites. Ouais, pour moi c'est super important, voilà, d'avoir en fait aussi cette diffusion lente, qui est celle du workshop. Et j'essaie de me tenir à faire un workshop par an. J'en ai fait précédemment aux Beaux-Arts à Paris, à la Aide, à Genève. J'en ai fait un avec 7 écoles d'art au Palais de Tokyo différentes. Et à chaque fois, pour moi, c'est dès que je peux, j'essaye d'inviter des intervenants et des intervenantes pour que justement il y ait une sorte de polyphonie. Et j'ai l'impression que il s'agit de sortir de la productivité, que j'invite les étudiants texte à être dans une salle d'attente, à avoir un petit peu tous les accessoires du folklore des salles d'attente, donc tous les outils de silenciation pour vas-y, tu vas être sage, enfin tous les petits trucs qu'on donne, voilà, qu'on donne aux enfants malades dans les salles d'attente, voire aux personnes nettement plus âgées, en art-thérapie, ou aux petites filles pour qu'elles soient sages, qu'elles fassent pas de bruit. Donc tous ces trucs-là, en fait, c'est un peu mes crafts, mes médiums. Et au-delà de ça, il y en a plein d'autres qui, voilà, ouais, qui sont complètement différents et qui sont... pour moi, c'est des ingrédients que je mets dans un smoothie et tout d'un coup, ça donne un smoothie de salle d'attente. Donc peut-être qu'on peut parler un tout petit peu du menu de ce smoothie. Donc ça a commencé... voilà, j'ai fait une présentation le lundi. L'après-midi, il y avait Sabrina Soyer qui nous a présenté un petit peu How to Become, toute la genèse de cette histoire. Moi, j'ai vu les props qui restaient de vos activités, qui étaient des bouillottes, des poires à lavement, des préservatifs, des petites cornes pour se rincer le nez, enfin toutes sortes d'outils de passage de l'eau et des fluides. Tout à fait. Au départ, c'est parti parce que le dernier numéro d'How to Become, qui est une revue poétique absolument magnifique, c'était The Daughter of Darkness, et c'était sur le cruising lesbien. Et en même temps, c'était très très vampire. Donc forcément, il fallait que Sabrina soit là. De toute façon, elle est là dans tous les workshops, en l'occurrence. Mais cette fois-ci, elle s'est intéressée à l'eau et à se demander d'où venait l'eau. Donc il y a eu des enquêtes qui ont été faites dans le bâtiment pour avoir accès à la consommation, par exemple, d'eau à la Villa Arson par jour, aux factures d'eau, discuter avec le jardinier pour savoir s'il savait où sont les sources, en fait, juste donner cette matérialité. Puis il y a d'autres personnes qui étaient les nymphes, donc des représentations comme ça de corps, souvent féminins dans les représentations liées aux cartes de tarot, parce qu'il y avait un petit peu de tarot, un petit peu d'imagerie. Et puis, donc ça c'était plutôt chorégraphique. Il y avait les bruitistes qui avaient bon nombre d'accessoires, des accessoires pour manipuler l'eau qui allait de, tu sais, ce truc pour les fumigations, jusqu'aux poires à lavement, tout type de poires à lavement, pour les oreilles, pour l'anus, pour le nez, la vulve, peu importe, ce type de choses. Il y avait aussi des bouillottes, parce que en fait, elle adore le bruit de la bouillotte bruyante. Donc il y avait une sorte, au moment de la restitution, à la fin, il y avait une sorte de field recording presque, mais en direct, où on racontait toutes ces petites enquêtes, et puis moi je montrais un peu en mode téléachat les différents objets. Donc ça, c'était une intervention de Sabrina, mais qui est très difficile finalement à résumer de manière synthétique, parce que c'est
c'est une énergie en fait, la même que tu retrouves dans How to Become. Enfin, Il y a eu hier après-midi le workshop des Handy Tordus. ouais, les Handy Tordus qui est une collective Handy Queer que j'ai rencontrée lors de l'exposition En dehors de Lucie Moussenet au Crack de 7 et qui voilà, là il y avait Nemo, Marguerite, Cécile, Anaïs qui nous ont présenté des tuning scores, donc c'est un truc avec c'est une manière de créer et créer, détruire en même temps, enfin avec des séquences qui travaillent beaucoup sur la frustration et qui est inspiré aussi de voilà, qui pour les personnes qui sont psychiatrisées, c'est très art thérapie, le genre de truc, donc on a fait beaucoup de petits crafts, et pour moi c'était assez drôle parce que c'était autour du textile, et j'ai l'habitude de faire des choses belles, et tout d'un coup il fallait que à un moment donné il y avait l'intention coupée, donc là je venais de réussir enfin à faire quelque chose de beau, et paf, il fallait le détruire, il fallait le refaire, ensuite il fallait l'échanger, ensuite, donc tout d'un coup tu te détaches, et on a fini par faire une guirlande absolument magnifique, voilà, que Alexandre et Victoire après, on a eu un petit instant curatorial comme ça au moment de la pose et de l'accrochage de cette magnifique guirlande, et le matin on avait eu une intervention de Marine Lang qui a présenté une playlist et comment certaines chansons issues de la pop culture peuvent accompagner des process artistiques ou juste des existences, comment les chansons peuvent nous épauler et nourrir une culture qui est peut-être un petit peu plus élitiste, mais justement ces passerelles entre les deux, c'était un peu en mode karaoké, avec des écoutes. Voilà, il va y avoir aussi Gilles Beaujard, qui va venir, qui est un graphiste avec lequel j'ai travaillé sur des catalogues, mais qui est aussi à l'origine d'une revue qui s'appelle Monstre, qui a été très importante aussi dans les revendications homosexuelles et dans les luttes contre le VIH. Là, on va parler de graphisme et de manifeste et de comment injecter de la politique, y compris dans le graphisme muséal ou ce genre de trucs. Ça peut être vraiment intéressant. Et on a aussi Marion Leb qui, elle, travaille plus sur la notion d'emploi du temps. Voilà, et finalement, les jobs alimentaires, elle s'intéresse beaucoup à ça, parce que c'est aussi ce à quoi elle est confrontée. Et finalement, voir les endroits où elle est, que moi je l'ai rencontrée à la Cité internationale des arts, comme des lieux de travail, et que les motifs même de l'organisation du travail peuvent devenir des faits plastiques qui permettent d'avoir un regard, de lui donner une visibilité en fait finalement, mais une visibilité assez belle, éditoriale, enfin un truc très particulier. Et il va y avoir aussi Lucie Camous, dont on a parlé tout à l'heure, et qui, je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait aussi été étudiante très peu de temps ici. Eh oui. Donc c'est un peu un retour en ces terres. Et donc j'en ai parlé par rapport à En dehors, dont elle est la curatrice, la co-curatrice avec Nohanger au Crack de 7. Et on peut peut-être terminer en parlant d'un film que tu as projeté en début de semaine, qui est un film de 1990 qui s'appelle Tom et Lola, film français réalisé par Bertrand Artuis, dont c'est le seul film, et qui est un film hyper déroutant stylistiquement, parce que c'est à la fois l'univers de la science-fiction mêlé à celui d'un hôpital un peu fantasmagorique, qui est un film qui t'a marqué toi en tant qu'enfant, et dans lequel c'était assez beau de voir qu'il y a plein de motifs formels, d'intuition, d'emploi de matériaux et tout ça, qu'on trouve dans ton travail, qui ont des sources très imagées dans ce film. Ouais, c'est assez troublant d'ailleurs de voir comment finalement une œuvre cinématographique que j'ai vue
Quand j'étais petit, donc j'avais encore un pied dans la chambre stérile, et ça parle d'enfants bulles. Littéralement d'enfants bulles, parce que c'est tellement... ça a été primé au Festival d'Avoriaz, donc c'est vraiment un truc qui est proche de la science-fiction. Donc tu vois 2 enfants qui sont désexualisés également, qui sont dans une nudité, et qui sont enfermés dans des bulles, dans un hôpital qui ressemble... c'est un peu un hôpital générique, un grand hôpital parisien avec des voies de chemin de fer, donc on pense à la Pitié, mais c'est pas vraiment la Pitié, mais est-ce que c'est la Riboisière? Enfin, c'est assez fascinant pour moi, mais en tout cas ça connectait vraiment à la réalité dans laquelle j'étais. Faut pas spoiler le film, c'est pas bien. Mais par contre, il y a un moment donné où ils sont dans leur bulle, où le père de Tom a donné un livre qui s'appelle Les Aventures de Tom et Lola, qui est dans un truc totalement exotique, dans la jungle, et tu vois les 2 petits héros, et ça énerve énormément Tom, parce que c'est vraiment cette pensée valide que le bonheur ne peut être qu'à l'extérieur, que dans l'exotisation, c'est-à-dire qu'il faut faire des fresques avec des marines et avec des jungles dans les couloirs, parce que le bonheur peut pas être à l'intérieur des corps ou dans l'instant présent à l'intérieur de la bulle. Donc lui, il prend ce truc-là et il déchire chaque feuille, en fait, en petits morceaux, il en fait des confettis, et tout d'un coup, après, on voit un plan un petit peu large, et on voit qu'il les lance et que ça fait comme une boule à neige, tout d'un coup. Donc ça, pour moi, c'est vraiment un geste creep par excellence, et c'est celui qui m'a inspiré lorsque j'étais en train de le projeter dans un autre workshop. J'étais en train de bosser sur l'exposition Monstera Deliciosa, où j'ai fait des boules à neige, et ça vient de là, en fait. C'était ce moment où je le projetais au Palais de Tokyo à d'autres étudiants et étudiantes, et j'ai vu ce truc-là. Et dedans, t'as aussi un moment, il tombe sur une pile de linge gigantesque. Donc là, voilà, on comprend les cairns, on comprend, et en même temps, c'est simplement que ça vient de la contre-culture des hôpitaux. Je connais pas son histoire à la personne qui a fait ce film, mais il y a vraiment une justesse et puis une déconstruction du langage aussi, qui est très particulier. C'est presque une langue. Bah, peut-être qu'on peut s'arrêter là en remerciant les gens qui nous auront écoutés jusqu'ici. Oui, absolument. Merci pour ce temps et ces gouttes de clepsydre que vous nous avez offerts. Et à bientôt à Embrun. Oui, dans la boule à neige. Voilà.